Quand les historiens décrivent l'essor de la banque moderne, ils s'attardent généralement sur les Médicis de Florence, les maisons de commerce d'Amsterdam et l'apparition des banques centrales au XVIIIe siècle. Mais la véritable histoire, celle qui figure à peine dans les manuels de finances, celle qui demeure encore aujourd'hui enfouie dans les archives monastiques et les coffres-forts familiaux scellés, trouve son origine dans un phénomène bien plus ancien. Elle commence avec un système qui n'aurait jamais dû exister. En 1743, un jeune homme nommé Mayer Amschel Rothschild naquit à Francfort, en Allemagne. À sa mort en 1812, sa famille contrôlait le plus vaste réseau bancaire d'Europe. La version officielle raconte qu'il bâtit cet empire à partir de rien, un pauvre marchand juif devenu un génie de la finance. Mais les documents racontent une toute autre histoire et Stitch. Rothschild n'a pas créé de système bancaire. Il a repris un système préexistant, un système qui s'étendait du Portugal à la Chine, un système avec des succursales dans des villes censées ne pas abriter de finances sophistiquées, un système dont les archives sont antérieures de plusieurs siècles à la prétendue invention de la banque moderne, le réseau bancaire tartare. Une fois la prise de contrôle achevée, toute trace du système initial a disparu de l'histoire. Les premiers indices se trouvent dans l'architecture elle-même. Dans les villes d'Europe et d'Asie, des bâtiments abritant aujourd'hui des banques, des tribunaux et des administrations présentent des caractéristiques communes. Des façades ornées d'éléments symboliques spécifiques, de piliers, de dômes et de motifs géométriques que l'on retrouve à travers les cultures et les continents. Des agencements intérieurs remarquablement similaires, malgré des pays et des traditions architecturales différents. Des caves dont la profondeur dépasse de loin ce que les dates de construction officielles laissent supposer. Plus significatif encore, des bâtiments que les récits locaux situent au 19e siècle, mais qui figurent déjà sur des peintures et des cartes datant de plusieurs siècles auparavant. Les banques Rothschild occupent nombre de ces édifices, à Francfort, à Londres, à Paris, à Vienne et à Naples. Des bâtiments que les Rothschild auraient soi-disant commandés. Or, les preuves architecturales suggèrent qu'ils existaient déjà avant leur arrivée. Ils n'ont pas bâti leur empire. Ils s'installèrent dans un bâtiment déjà existant. Le système bancaire tartare fonctionnait selon des principes que la finance moderne n'a redécouverts que récemment. Des documents retrouvés dans des archives scellées de l'Oural décrivent un réseau de maisons de change qui opérait dans tout l'Ancien Monde avant notre ère. Ces maisons de change fonctionnaient comme des banques, mais avec des différences importantes par rapport aux institutions modernes. Elles émettaient des certificats standardisés garantis par des matières premières physiques, or, argent, céréales et autres biens tangibles. Elle disposait d'un réseau de communication permettant de transférer de la valeur sur des milliers de kilomètres en quelques jours, une capacité qui, en théorie, n'existait pas avant l'invention du télégraphe. Leur système reposait sur la confiance mutuelle entre les maisons, avec des protocoles complexes de vérification et de règlement des litiges. Ils ne pratiquaient aucun intérêt. Le système tartare était basé sur des frais de transaction et le stockage de marchandises, et non sur l'usure. C'est un fait significatif. Lorsque les Rothschild prirent le pouvoir, la première chose qu'ils modifièrent fut l'introduction de la dette à intérêt, fondement du système bancaire moderne, mécanisme qui a transféré la richesse des populations aux familles de banquiers pendant 3 siècles. Cette prise de contrôle commença dans les années 1760. Mayer Amschel Rothschild, négociant en pièces rares et antiquités, entra en contact avec des documents décrivant l'ancien réseau bancaire. Selon la version officielle, il apprit le métier de banquier grâce à son travail chez Oppenheimer. Cependant, une correspondance privée, brièvement révélée lors d'une vente aux enchères en 1923, laisse entrevoir une autre version. Une lettre attribuée à Rothschild et adressée à son fils Nathan contient ce passage. L'ancien système demeure intact. Les familles qui le faisaient fonctionner sont dispersées ou ont disparu. L'infrastructure attend de nouveaux propriétaires. Cette lettre a été achetée aux enchères par un acquéreur anonyme. Elle n'a pas été vue publiquement depuis.
Mais cette description correspond à la réalité. Les Rothschild n'ont pas bâti leur réseau bancaire progressivement sur plusieurs décennies. Ils se sont rapidement développés à travers l'Europe en une seule génération, établissant simultanément des maisons importantes dans 5 capitales: Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. Chaque maison était gérée par l'un des 5 fils de Mayer. Chaque maison occupait des bâtiments dont l'architecture laisse supposer l'existence préexistante. Chaque maison bénéficiait immédiatement d'une infrastructure financière sophistiquée dont la mise en place aurait nécessité des décennies. Ils n'ont pas construit le réseau eux, ils l'ont hérité. Ou, plus exactement, ils se le sont appropriés. Les premiers responsables du système bancaire tartare étaient désignés dans les documents anciens sous le nom de gardiens. Les archives de l'Oural les décrivent comme une classe héréditaire formée dès la naissance à la gestion de la valeur et au protocole de transfert. Ils restaient neutres dans les conflits politiques. Ils servaient tous les partis sans discrimination. Ils ont préservé leur savoir grâce à des lignées familiales remontant à plusieurs siècles. Puis, entre 1760 et 1815, ils ont disparu. Non pas progressivement, non pas par déclin naturel, ils ont disparu des archives historiques en l'espace d'une seule génération. La même génération que celle qui a vu émerger le réseau Rothschild. Qu'est-il advenu des gardiens? Les documents ne le disent pas explicitement, mais ils font allusion à un déplacement et à un transfert de pouvoir. Le déplacement, l'élimination coordonnée d'une classe de banquiers et son remplacement par une autre. Avant d'approfondir ces questions, avant d'analyser les mécanismes financiers, les preuves architecturales, les documents d'archives et les interrogations plus profondes sur les acteurs qui contrôlaient la finance mondiale avant l'ère moderne, si ce type d'enquête vous intéresse, abonnez-vous. Votre abonnement contribue au financement de la recherche et me permet de poursuivre ces analyses approfondies. Merci. Passons maintenant à la section suivante. Nous allons examiner en quoi ressemblait le système bancaire tartare et pourquoi il a été remplacé par un système fondamentalement différent. Le système tartare était décentralisé. Chaque maison de valeur fonctionnait indépendamment, reliée aux autres par des protocoles plutôt que par une hiérarchie. Il n'y avait pas de banque centrale, ni de point de contrôle unique. Aucune institution capable de dicter sa loi au gouvernement. Le système Rothschild était tout le contraire, centralisé, hiérarchisé, conçu pour concentrer le pouvoir au sein d'un seul réseau familial. Les 5 maisons Rothschild ne se faisaient pas concurrence. Elles coordonnaient leurs actions. Elles partageaient des informations par-delà les frontières. Ils ont mobilisé des capitaux de concert. Ils ont présenté un front uni au gouvernement et aux institutions. Cela leur a conféré un pouvoir sans précédent. Un roi qui s'en prenait à une seule maison Rothschild s'exposait aux 5. Un gouvernement incapable de rembourser un seul emprunt voyait toutes ses lignes de crédit bloquées. Une nation qui menaçait les intérêts des Rothschild subissait une attaque financière concertée. Le système tartare ne fonctionnait pas ainsi. L'ancien système était au service du commerce. Il facilitait les échanges. Il assurait la stabilité. Le nouveau système fonctionnait de lui-même. Il accumulait l'énergie. Elle a rendu les nations dépendantes de la dette. Cette transformation s'est opérée en une seule génération et personne n'en a consigné les détails. Le mécanisme des intérêts mérite une attention particulière. Le système tartare, d'après les documents retrouvés, interdisait explicitement les intérêts sur les prêts. Il ne s'agissait pas d'une interdiction religieuse, bien que de nombreuses religions partagent cette position. C'était une mesure pratique. Ces documents décrivent l'intérêt comme une extraction de valeur sans création et mettent en garde contre le fait que les systèmes fondés sur l'intérêt concentrent inévitablement les richesses jusqu'à leur effondrement. Les banquiers tartares avaient compris le principe des intérêts composés. Ils savaient que tout système autorisant une accumulation perpétuelle d'intérêts finirait par transférer toute la richesse aux prêteurs. Ils ont conçu leur système pour éviter cela. Frais de stockage des marchandises déposées, frais de transaction pour les transferts de valeur, frais de service pour la vérification des documents. Ces frais étaient plafonnés.
Elles étaient proportionnelles aux services effectivement rendus. Elles ne pouvaient pas être capitalisées. Le système Rothschild a supprimé ces plafonds. Des intérêts étaient facturés sur les prêts. Ces intérêts étaient capitalisés au fil du temps. La dette augmentait plus vite que l'économie. En moins d'un siècle, les gouvernements européens devaient au réseau Rothschild des sommes qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Dès 1815, la famille finançait les deux camps des guerres napoléoniennes. En 1850, elle contrôlait les réserves d'or de la Banque d'Angleterre. En 1900, leur réseau avait engendré ou contrôlé des banques centrales dans tout le monde occidental. Il ne s'agissait pas d'une croissance organique, mais d'une extraction systématique. Construite selon un mécanisme que le système précédent avait explicitement interdit, cette construction architecturale prend tout son sens lorsqu'on examine les chambres fortes. La sécurité est une nécessité pour les banques modernes. Ils construisent des chambres fortes, mais les chambres fortes situées sous les bâtiments associés au Rothschild sont différentes. Elles sont plus profondes que ne le laissent supposer les dettes de construction officielles des bâtiments. Leur ampleur dépasse largement ce que les objectifs affichés par la banque justifient et elles sont interconnectées. À Londres, des tunnels relient les chambres fortes des banques à travers le quartier financier. À Paris, des passages souterrains relient des immeubles bancaires censés être sans lien entre eux. À Francfort, les anciens immeubles Rothschild surplombent un réseau de galeries qui s'étend bien au-delà de leurs limites. Officiellement, ces tunnels ont été construits pour des raisons de sécurité, afin de transporter l'or discrètement. Mais le style de construction des tunnels ne correspond pas. Ingénierie du 19e siècle, la maçonnerie est plus ancienne. Les dimensions sont plus importantes. La disposition suggère que les tunnels sont antérieurs aux bâtiments qui les surplombent. Les banques n'étaient pas construites avec des chambres fortes en dessous. Ils furent construits par-dessus des caveaux préexistants, des caveaux de l'ancien système, des caveaux occupés par les Rothschild, mais qu'ils n'avaient pas construits. Les guerres napoléoniennes permirent une consolidation finale. Entre 1803 et 1815, l'Europe fut ravagée par les conflits. Les gouvernements avaient besoin d'argent pour leurs armées. Le réseau Rothschild a fourni ces fonds, mais les conditions étaient extraordinaires. La famille ne se contentait pas de prêter de l'argent. Ils exigeaient le contrôle des politiques de la Banque centrale, le contrôle des marchés des obligations d'État, contrôle des réserves d'or. À la chute de Napoléon, les Rothschild ne se contentaient pas de financer les gouvernements. Ils leur dictaient leurs lois. Et durant ces mêmes guerres, les dernières traces des anciennes familles de banquiers disparurent. Les gardiens qui avaient maintenu le système tartare pendant des siècles avaient disparu en 1815. Leurs archives furent saisies, détruites ou cachées. Leurs bâtiments furent occupés par de nouveaux propriétaires. Leurs protocoles furent remplacés par les procédures Rothschild. Un système financier qui avait fonctionné pendant des siècles fut anéanti en une seule génération. Et ce sont les nouveaux maîtres qui ont écrit l'histoire. La question de l'or révèle une autre facette de la réalité. Le système bancaire tartare, d'après les documents retrouvés, détenait d'immenses réserves d'or et d'argent. Ces réserves garantissaient les certificats émis par le système. Lorsque les Rothschild ont pris le contrôle, ils se sont également appropriés ces réserves, mais les montants ne correspondent pas. L'or apparu dans les coffres des Rothschild après 1815 dépassait largement ce qu'ils auraient pu accumuler par leurs activités commerciales connues. La fameuse manipulation de la bourse de Londres par Nathan Rothschild après Waterloo, il acheta au moment où les autres vendaient, ayant eu connaissance très tôt de la défaite de Napoléon. L'enrichit certes, mais pas suffisamment pour expliquer ses réserves. Cet or provenait d'ailleurs. Les caveaux tartares, emportés lors du déplacement forcé, se trouvaient dans les mêmes chambres souterraines construites par l'ancien système. Ils furent revendiqués comme propriété des Rothschild, sans qu'aucun document ne permette de retracer leur acquisition. C'est pourquoi l'histoire ancienne de la famille est si mal documentée. C'est aussi pourquoi les archives généalogiques antérieures au maire Amschel sont étonnamment lacunaires.
C'est pourquoi les preuves architecturales contredisent la chronologie officielle. Ils n'ont pas gagné leur capital initial, ils l'ont conquis. D'un système qu'ils ont ensuite effacé de l'histoire, les implications dépassent le cadre de la finance. Si le système bancaire tartare a réellement existé, s'il fonctionnait réellement selon des principes fondamentalement différents de ceux du système bancaire moderne, alors tout ce que nous savons de l'histoire économique est erroné. On nous enseigne que le système bancaire moderne a évolué naturellement, que la dette portant intérêt est inévitable et que la concentration du pouvoir financier est la seule condition au fonctionnement des économies complexes. Or, les documents tartares suggèrent l'existence d'une alternative, un système sans intérêt composé, un système sans contrôle centralisé, un système au service du commerce plutôt que de l'exploiter. Ce système a été détruit, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a trop bien réussi, parce qu'elle a distribué plutôt que concentré, ou parce qu'elle ne pouvait servir à contrôler les gouvernements et les populations. Les Rothschild n'ont pas amélioré le système bancaire, ils l'ont corrompu. Ils ont remplacé un système conçu pour la stabilité par un système conçu pour l'exploitation, et depuis, ils contrôlent le discours public. Le système bancaire moderne est le système Rothschild. Banques centrales, intérêts composés, monnaie adossée à la dette, contrôle concentré. Chaque élément trouve son origine dans les changements mis en œuvre après le déplacement de pouvoir. La Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, toutes fondées sur les principes Rothschild, toutes fonctionnant selon des mécanismes que le système tartare interdisait explicitement, toutes concentrant la richesse à l'ancienne. Des documents annonçaient l'effondrement. Nous vivons les derniers soubresauts de cette ponction. Des dettes publiques impossibles à rembourser, des inégalités de richesse sans précédent, des systèmes financiers si complexes que seuls les membres des familles qui les contrôlent les comprennent vraiment. Ce n'est pas un hasard. Voici le système mis en place après la destruction et le remplacement du système tartare, un système qui perdure depuis 3 siècles et qui enrichit quelques familles au détriment des nations. Les documents qui révèlent cette histoire sont dispersés et dissimulés. Les archives de l'Ural ont été partiellement détruites à l'époque soviétique. La lettre de vente aux enchères de 1923 n'a jamais été retrouvée. Les études architecturales qui révèlent le véritable âge des bâtiments bancaires sont rejetées comme théorie du complot. Pourtant, des fragments subsistent dans des collections familiales qui ont conservé des archives de génération en génération, dans des bibliothèques monastiques qui ont préservé ce que les autorités civiles ont tenté de détruire, et dans les bâtiments eux-mêmes, dont les pierres racontent une histoire différente de celle des plaques apposées sur leurs murs. La vérité est là pour ceux qui la cherchent. Un système bancaire antérieur au Rothschild, une prise de contrôle en une seule génération, une occultation de siècles d'histoire financière, et une famille qui contrôle encore les rouages de la finance mondiale, qui continue d'exploiter le système qu'elle a conquis il y a 250 ans, qui continue d'engranger des richesses grâce aux intérêts composés, qui continue de réécrire l'histoire pour dissimuler ses origines. Ainsi s'achève le documentaire, mais l'enquête ne fait que commencer. Le système bancaire tartare existait, la prise de contrôle par les Rothschild a eu lieu, les responsables ont été destitués, le mécanisme des intérêts a été mis en place. Et tout ce qui a suivi, les banques centrales, les dettes nationales, les crises financières, la concentration des richesses, découle de ce moment. Quelque chose cloche, un phénomène hors du temps. L'ancien système a disparu, les preuves demeurent. Dans l'architecture, dans les voûtes, dans les fragments de documents qui ont subsisté, et dans les structures financières qui, aujourd'hui encore, exploitent les populations. Les mêmes structures, les mêmes mécanismes, la même famille depuis 300 ans. Certains empires conquièrent par les armées, d'autres par les livres comptables. Les Rothschild l'avaient compris et ils ont bâti leur empire sur les ruines de celui qui l'avait précédé. La lignée. Question. L'arbre généalogique des Rothschild présente ses propres anomalies. Les généalogies officielles font remonter la famille à Isaac Elchanan Rothschild, né à Francfort en 1577.
Avant lui, les documents deviennent imprécis. La famille aurait tiré son nom de l'écusson rouge, Rothschild, qui ornait leur maison dans le ghetto juif. Cependant, cette origine est contestée. L'écusson rouge apparaît sur des bâtiments à travers l'Europe et l'Asie, antérieure de plusieurs siècles au ghetto de Francfort. Le même emblème héraldique, les mêmes proportions, le même emplacement. Dans les études architecturales tartares, l'écu rouge est considéré comme un marqueur, un symbole utilisé par les anciennes maisons de banque pour identifier leurs propriétés. Les Rothschild n'ont pas créé ce symbole, ils l'ont adopté, ou plus précisément, on le leur a donné. Certains chercheurs pensent que la famille Rothschild n'est pas issue du ghetto de Francfort. Ils estiment qu'elle a été installée, placée à ce poste par les derniers vestiges de l'ancien système pour servir de façade publique à la prise de pouvoir. Les véritables tireurs d'élite sont restés dans l'ombre. Les Rothschild sont devenus la cible visible, le nom que tout le monde connaissait, tandis que le véritable pouvoir opérait dans l'ombre. Cela expliquerait la résilience de la famille. Des révolutions ont renversé des gouvernements. Des guerres ont détruit des nations. Des crises économiques ont ruiné des industries. Mais le réseau Rothschild a survécu à tout. Depuis 300 ans, aucune famille ne conserve un tel pouvoir par chance. Il se maintient grâce à la protection. Protection contre des forces non identifiées dans les documents publics. Les 5 flèches. Le blason de la famille Rothschild représente 5 flèches tenues dans un poing. L'explication officielle est que ces flèches représentent les 5 fils de Mayer Amschel, unis par un même but. Mais le symbole des 5 flèches est antérieur de plusieurs siècles à la famille Rothschild. Il apparaît dans des documents tartares comme symbole de la pentarchie, un conseil de 5 personnes qui auraient gouverné l'ancien réseau bancaire. 5 régions, 5 maisons, 5 lignées, chacune conservant son autonomie tout en coordonnant ses actions par des protocoles communs. Lorsque les Rothschild ont établi leurs 5 maisons bancaires, Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples, ils ont reproduit cette structure à l'identique. 5 villes, 5 frères, 5 opérations autonomes avec une stratégie coordonnée. Ils n'ont pas inventé cette structure. Ils l'ont copiée du système qu'ils ont remplacé. Les 5 flèches ne sont pas un symbole d'unité familiale. Ils symbolisent l'ancienne pentarchie, adoptée par de nouveaux maîtres qui comprenaient le pouvoir des symboles anciens. Les pratiques matrimoniales. La famille Rothschild a perpétué des coutumes matrimoniales singulières pendant 3 siècles. Mariages consanguins fréquents au sein de la famille. Mariages entre cousins germains. Mariage entre oncles et nièces, des schémas matrimoniaux qui concentrent la richesse et préservent la pureté de la lignée. L'explication officielle est que cela a permis de préserver la fortune familiale et de maintenir la confiance dans un monde hostile. Mais ces mêmes schémas matrimoniaux apparaissent dans les descriptions des gardiens. Les documents tartares décrivent les familles de banquiers comme entretenant des lignées fermées. Des lignées qui se mêlaient rarement aux populations extérieures. Elles croyaient que la capacité à gérer la valeur, à maintenir la confiance malgré la distance, à appliquer les protocoles du système était héréditaire. Elles se transmettaient de génération en génération. Cela ne pouvait s'apprendre à des étrangers. Il fallait le transmettre par l'élevage. Les Rothschild ont perpétué ces pratiques, non pas parce qu'ils les avaient inventées. Ils les ont conservés parce que c'était obligatoire, par le système auquel ils avaient adhéré, par les protocoles qu'ils avaient hérités. Ils étaient au service de maîtres occultes. Le réseau des banques centrales. La création des banques centrales a suivi l'expansion des Rothschild avec une précision remarquable. Banque d'Angleterre. Les Rothschild en devinrent les actionnaires majoritaires au début des années 1800. Banque de France. Établie sous Napoléon avec l'implication des Rothschild dès le début. Banque nationale autrichienne. Créée en 1816 avec une participation importante des Rothschild. Réserve fédérale. Fondée en 1913, son architecture financière a été conçue par des banquiers liés à la famille Rothschild. Chaque banque centrale fonctionne selon les mêmes principes. La propriété privée dissimulée derrière des mandats publics.
Le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien. Les intérêts perçus sur l'argent prêté au gouvernement. Des nations perpétuellement endettées envers des institutions qu'elles ne contrôlent pas. C'est le système Rothschild poussé à son paroxysme. Les documents Tartar mettaient précisément en garde contre cela. Lorsque le pouvoir de créer de la valeur est dissocié de la création de biens, ceux qui contrôlent la création de valeur finiront par posséder tous les biens. C'est précisément ce qui s'est produit. Les banques centrales créent la monnaie. Les gouvernements empruntent cette monnaie à intérêt. Les contribuables remboursent ces intérêts par un travail perpétuel. La richesse circule des populations vers les familles de banquiers depuis 3 siècles, et ce n'est pas fini. Les guerres. Toutes les guerres majeures depuis 1800 ont été financées par des réseaux bancaires liés aux Rothschild. Les guerres napoléoniennes, la guerre de Crimée, la guerre de sécession américaine, la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le schéma est constant. Les deux parties reçoivent un financement. Le gagnant rembourse avec intérêt. Le perdant rembourse par le biais de réparation et d'une restructuration. Les banquiers profitent de chaque décision. Le système Tartar l'interdisait. Les documents décrivent des exigences strictes de neutralité, mais aussi l'interdiction de financer les conflits. Les maisons de valeur ne doivent pas fournir de ressources pour la destruction. La valeur existe pour construire, non pour détruire. Toute maison qui finance la guerre sera exclue du réseau. Le système Rothschild a supprimé cette interdiction. La guerre est devenue l'entreprise la plus lucrative. Les nations ont emprunté pour financer leurs armées. La destruction a engendré une demande de reconstruction. La reconstruction a nécessité davantage d'emprunts. Un cycle sans fin de dettes et de destruction. Rentable à tous les niveaux pour ceux qui contrôlaient les prêts. La manipulation de l'étalon or. Le système Tartar garantissait ses certificats par des matières premières physiques. Or, argent, céréales. Des biens tangibles ayant une valeur réelle. Le système Rothschild entretenait cette apparence tout en masquant la réalité. La famille accumulait de l'or non pas pour garantir une monnaie équitable, mais pour contrôler la masse monétaire. En contrôlant les réserves d'or, il contrôlait la valeur des monnaies. Lorsqu'il voulait freiner l'économie, il retirait de l'or de la circulation. Lorsqu'il voulait la stimuler, il le remettait en circulation. Les nations qui s'opposaient aux intérêts des Rothschild ont vu leurs réserves d'or mystérieusement s'épuiser. Celles qui coopéraient ont bénéficié d'un accès aisé au crédit et à des conditions avantageuses. Il ne s'agissait pas là d'une économie de marché libre. Il s'agissait d'une guerre financière, une guerre menée par le contrôle de la matière première qui garantissait toute monnaie. Le système Tartar répartissait le stockage de l'or entre des centaines de maisons indépendantes. Aucune entité ne pouvait manipuler la masse monétaire. Le système Rothschild concentrait l'or dans les coffres familiaux, assurant un contrôle total sur la masse monétaire. Contrôle total de toutes les économies utilisant une monnaie adossée à l'or. La transition vers la monnaie fiduciaire. La dernière étape de cette mainmise s'est déroulée au XXe siècle. Le système Tartar exigeait une garantie physique pour tous les certificats de valeur, ce qui limitait la quantité de monnaie pouvant être créée. Le système Rothschild a finalement abandonné même cette limitation. La fin de l'étalon or, 1971 aux États-Unis, plutôt dans d'autres pays. Monnaie non adossée à un actif physique. Valeur créée par déclaration. Par décret, les banques pouvaient désormais créer une monnaie illimitée, la prêter avec intérêt et exiger des biens et du travail en paiement de quelque chose créé ex nihilo. Les documents Tartar décrivent cela comme l'extraction finale. Lorsque la valeur n'est plus liée à la création, lorsque la monnaie n'existe que par déclaration, alors tout ce qui existe finira par être accaparé par ceux qui la déclarent. Rien ne restera entre les mains des créateurs. Tout passera à ceux qui la déclarent. Voilà où nous en sommes. Monnaie fiduciaire, dette infinie, extraction sans fin. Ultime étape d'un système mis en place il y a 250 ans qui approche de son aboutissement logique, la transition numérique.
La phase suivante est déjà en cours. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Monnaie numérique émise directement par les banques centrales, traçable, programmable, contrôlable. Chaque transaction est visible par l'autorité bancaire. Possibilité de bloquer les comptes instantanément. La capacité de programmer l'argent, de le faire expirer, de forcer les dépenses. La possibilité de restreindre les achats. Certains produits interdits à certaines personnes. Un contrôle financier total. Le système Tartar a été conçu précisément pour éviter cela. Certificat physique, titre au porteur, transactions privées. Le système préservait l'anonymat et le contrôle individuel. Le système Rothschild a progressivement éliminé les deux. De l'or au papier, puis au numérique. Chaque étape supprime le contrôle individuel. Chaque étape renforce l'autorité centrale. Chaque étape nous rapproche de la domination totale. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, constituent l'étape finale, quand toute la monnaie sera numérique. Lorsque toutes les transactions seront tracées, lorsque tous les comptes pourront être gelés, l'extraction sera terminée. Tout appartiendra à ceux qui contrôlent les comptes. Il ne restera rien pour ceux qui travaillent. La résistance. L'acquisition du pouvoir par les Rothschild ne fit pas l'unanimité. Au 19e et 20e siècle, les dirigeants qui contestèrent le système bancaire connurent un sort similaire. Andrew Jackson, qui détruisit la seconde banque des États-Unis, survécut à une tentative d'assassinat. Abraham Lincoln, qui avait émis des billets verts au lieu d'emprunter auprès des banques, fut assassiné. James Garfield, qui s'était opposé au monopole bancaire, fut assassiné. William McKinley, qui avait défendu l'étalon or contre les intérêts bancaires, fut assassiné. John F. Kennedy, qui avait émis des certificats d'argent en contournant la réserve fédérale, fut assassiné. Le schéma est difficile à ignorer. Les dirigeants qui ont collaboré avec le système bancaire sont restés au pouvoir. Les dirigeants qui s'y opposaient étaient destitués. Les documents Tartar décrivent des schémas similaires dans l'Ancien Monde. Ceux qui menacent le système de valeurs seront éliminés. Le réseau s'autoprotège. Nul roi n'est au-dessus des comptes. Nul empereur n'échappe au contrôle. Le même mécanisme, la même application, des noms différents, des siècles différents, un même système. Les familles. Aujourd'hui, la famille Rothschild demeure active dans la finance mondiale. Elle privilégie désormais la discrétion. Ses participations directes sont dissimulées derrière un réseau complexe de sociétés, de fondations et de fiducies. Mais leur influence perdure. Banques d'investissement, gestion d'actifs, commerce de matières premières, vin, art. Leur fortune estimée est impossible à connaître et c'est voulu. Forbes et Bloomberg ne peuvent pas retracer les actifs dissimulés dans les family office et les portefeuilles privés. Les estimations varient de milliards à des billions. Personne en dehors de la famille ne connaît le chiffre exact et la famille garde le silence. Ce que l'on sait, c'est que les mêmes mécanismes financiers mis en place au 19e siècle continuent de fonctionner. Les banques centrales continuent de créer de la monnaie et d'octroyer des prêts à intérêt. Les gouvernements restent endettés de façon permanente. La richesse reste concentrée au sommet, tandis que les populations peinent en dessous. Le système fonctionne exactement comme prévu. Extraction, accumulation, contrôle. Pendant 300 ans, sans interruption. Les preuves enfouies. Les preuves concernant le système bancaire tartare restent dispersées. Les archives de l'Ural n'étaient partiellement accessibles qu'en 1937. Puis, les purges staliniennes ont scellé ce qui restait. Les documents de la vente aux enchères de 1923 n'ont jamais refait surface. L'acheteur n'a jamais été identifié. Les études architecturales qui attestent de la datation des bâtiments bancaires avant l'époque Rothschild sont rejetées sans examen. La correspondance familiale susceptible de révéler la véritable nature de la prise de contrôle demeure dans des coffres privés, inaccessibles aux chercheurs. Pourtant, des fragments continuent d'émerger. Un document ici, une photographie là, une collection familiale qui a préservé ce que les autorités ont tenté de détruire. Le tableau est incomplet, mais cohérent.
Un système bancaire existait avant celui que nous connaissons. Elle fonctionnait selon des principes différents. Elle a été supplantée par une famille qui s'est approprié ce qu'elle n'avait pas construit. Et depuis lors, le nouveau système exploite l'humanité pour s'enrichir. La question finale, celle qui sous-tend toutes ces recherches, est simple. Existait-il une alternative? Le système tartare aurait-il pu perdurer? Aurions-nous pu avoir un système bancaire sans intérêt composé, une finance sans dette perpétuelle, un commerce sans extraction de ressources? Les documents semblent l'indiquer. Ce système a fonctionné pendant des siècles. Elle a facilité le commerce intercontinental. Elle a assuré la stabilité à travers les générations. Elle n'a échoué que parce qu'elle a été détruite, ni par la concurrence, ni par l'innovation, ni par l'évolution naturelle. Par une attaque délibérée, les gardiens ont été éliminés. L'infrastructure a été saisie. Les principes ont été inversés. Et nous en subissons les conséquences depuis. L'inflation, data, crise, concentration, ce ne sont pas des caractéristiques naturelles de l'économie. Ce sont des caractéristiques voulues du système Rothschild, un système bâti sur les ruines d'un système meilleur, une chose dont nous n'aurions jamais dû connaître l'existence. Conclusion. Le système bancaire tartare est bel et bien existé. La prise de contrôle par les Rothschild a bel et bien béné. La transformation de la finance mondiale, passée d'un système de services à un système d'extraction de ressources, est bel et bien eu lieu. Et le système qui en a résulté est toujours en vigueur aujourd'hui. Dans chaque banque centrale, dans chaque dette nationale, dans chaque taux d'intérêt, à chaque saisie immobilière, faillite et crise financière, le même mécanisme, les mêmes bénéficiaires, la même extraction. Depuis 300 ans, il y a quelque chose d'inhabituel. Un système anachronique. Un meilleur système existait autrefois. Il a été détruit pour que quelques familles puissent accumuler le fruit de la production humaine entière. Les bâtiments sont toujours debout. Les chambres fortes recèlent encore leurs secrets. Les registres continuent de percevoir leur tribut. Et quelque part, dans des archives scellées et des collections privées, les preuves attendent. Les preuves de ce qui a été pris. Les preuves de qui l'a pris. Témoignages d'un monde qui aurait pu exister si les gardiens avaient survécu, si l'ancien système avait perduré, si la finance servait l'humanité au lieu de s'en nourrir. Ce monde n'existe plus, mais savoir qu'il a existé change tout, car ce qui a été construit une fois peut être reconstruit, et ce qui a été pris peut peut-être un jour être récupéré. Ainsi se termine le documentaire, mais l'enquête ne fait que commencer. Le système bancaire tartare existait. La prise de contrôle par les Rothschild a eu lieu. L'exploitation se poursuit. Et le choix de la suite appartient à ceux qui comprennent enfin ce qui s'est passé. Certains empires conquièrent par les armées, d'autres par les livres de comptes. La question est désormais de savoir si nous restons inscrits dans les registres ou si nous tournons définitivement la page. Ce documentaire propose une analyse historique et des interprétations alternatives à des fins pédagogiques. Les affirmations concernant la famille Rothschild s'appuient sur des activités historiques documentées, combinées à des hypothèses sur les systèmes bancaires prémodernes. Des recherches complémentaires sont recommandées. Vos décisions financières doivent être fondées sur vos propres recherches et sur des conseils professionnels.